Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons nous intéresser aux lois gaussiennes et à un théorème qui est relié à ce type de distribution, le théorème central limite. Alors, je vais faire comme précédemment, je vais vous donner directement plus ou moins le résultat, et après on va le démontrer avec les différentes étapes. Vous allez voir, dans une petite approximation, mais tout ira bien, je vous rassure. Alors en fait, lorsque l'on regarde la nature, on va s'apercevoir qu'on trouve la loi gaussienne partout. Et ça vient du fait que si on regarde un processus aléatoire qui est la somme de plusieurs variables aléatoires, et ben sa distribution va converger vers une distribution gaussienne. Et ça, c'est ce qu'on appelle le théorème central limite. On va le démontrer et montrer qu'on obtient une distribution gaussienne. Donc c'est parti. Pour cela, on va avoir besoin de n variables indépendantes que je vais noter xi. On va noter mu i la moyenne et la variance sigma i carré. Et ce qu'on cherche, c'est à créer une variable z qui est la somme de ces xi avec un n qui est très grand. Et on se pose la question, quelle est la distribution de la variable z? Quelle est la FDP de la variable z? Alors pour faire ça, on va passer, et on va faire une toute petite simplification pour faire que la démonstration soit pas trop compliquée au point de vue maths, mais je vous rassure, on peut le démontrer en ne faisant pas cette simplification, c'est juste pour mon cours. On va supposer que la variance de toutes mes variables aléatoires sont les mêmes. Donc on va supposer que sigma i est égal à sigma pour tout i. Donc ça c'est une simplification encore une fois, mais on peut généraliser avec sigma i indépendant pour chacune des variables aléatoires. Alors on va créer une première variable aléatoire qui va être créée à partir de xi, une variable intermédiaire. On va la noter yj, et yj c'est xj moins muj sur sigma racine de n. La première chose qu'on va faire, c'est calculer l'espérance et la variance de cette nouvelle variable aléatoire. Donc l'espérance, c'est très simple, si vous prenez l'espérance de yj, vous voyez tout de suite que c'est 0. En effet, on va prendre l'espérance de tout ça, mais ça c'est une constante, ça c'est une constante. Donc on va juste prendre l'espérance de yj, et justement l'espérance de yj c'est muj, donc ça va faire 0. On trouve donc que l'espérance de yj c'est 0. Ensuite, on va calculer la variance, et la variance, ça va pas être beaucoup plus compliqué. En fait, on a un terme multiplicatif, 1 sur sigma racine de n, et on a vu que quand on multipliait une variable aléatoire par a et qu'on cherchait sa variance, la variance était multipliée par a au carré, donc on se retrouve avec 1 sur sigma carré fois n, fois la variance de xj moins muj. La variance de xj moins muj, c'est la variance de xj, donc c'est sigma carré, et donc ça nous donne plus que 1 sur n. Voilà, la variance de yj, c'est 1 sur n. Ok, alors maintenant qu'on a ça, on a deux choses importantes, l'espérance, la variance et notre nouvelle variable. On va s'intéresser à la fonction caractéristique de ces variables yj. Donc je vais les noter phi de t. Et donc pour calculer la fonction caractéristique associée, je vais vous demander de vous rappeler ce qu'on avait vu ensemble. On avait montré qu'on pouvait faire un développement de Taylor pour trouver on peut toujours faire un développement de Taylor, mais là on va faire un développement de Taylor. Et quand on faisait un développement de Taylor sur cette fonction caractéristique associée, on obtient la somme de p égale 0 à l'infini de itp sur factoriel p, ça c'est normal, mais la dérivée nous donne l'espérance de yj à la puissance p. Donc voilà, on a une somme un peu compliquée, et cette somme, on peut écrire les différents termes. Donc le premier terme, c'est 1, le deuxième terme, le deuxième terme va faire apparaître l'espérance de y, yj, donc 0, donc il va disparaître, et puis le troisième terme en t carré, il va faire apparaître la variance, et ainsi de suite. Et si on fait tout ça, on peut le faire à l'infini, mais on voit tout de suite que ce terme-là devient très compliqué à calculer. On doit calculer l'espérance de grand xj moins muj au cube, tout ça fois des facteurs qui font apparaître un n puissance 3,5 au dénominateur. Et puis là, on a les termes d'ordre 4 qui sont pas calculés. Alors en fait, on va pouvoir simplifier les choses. Déjà, on va pouvoir remplacer la variance ici par 1 sur n. Voilà, c'est simple. Et on garde ce terme-là. Et on va se rappeler que nous, ce qu'on veut, c'est regarder ce qui se passe quand n devient grand. Or, quand n devient grand, vous voyez tout de suite, ce terme devient très petit et on va tout simplement le négliger. Les termes d'O4 vont devenir termes OT4 vont devenir encore plus petits. Ils vont faire apparaître des termes en n encore plus supérieurs, enfin en n puissance
au-dessus de 3 demi au dénominateur, donc ça va devenir encore plus négligeable. Et finalement, on fait une approximation, hein, on fait un développement de Taylor, développement limité, pardon, à l'ordre 2, en 1 moins t carré sur 2n, quand n devient très grand. Voilà, donc on met ça de côté, on a notre fonction caractéristique pour nos variables y, j. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer une variable w qui n'est pas exactement la variable z, hein, c'est la somme des yj. Donc cette variable w, on va chercher sa fonction de densité de probabilité, et pour cela, on va s'intéresser à sa fonction caractéristique. Donc comme nos variables yj sont indépendantes, la fonction caractéristique obtenue pour w, c'est le produit des fonctions caractéristiques pour toutes les variables yj. Donc ça, c'est ce qui est écrit ici. Et on obtient un truc très simple, finalement, c'est 1 moins t carré sur 2n, le tout à la puissance n, puisqu'on a n variables j, yj. Donc voilà, on a la fonction caractéristique, et pour obtenir la fonction de densité de probabilité, on va d'abord s'apercevoir que lorsque n devient très grand, finalement ce 1 moins t carré sur 2n puissance n, et ça va tendre vers exponentielle de moins t2 sur 2. Et ça, bon, c'est une forme caractéristique qu'on trouve assez souvent. Lorsque l'on a 1 plus a sur n, le tout puissance n avec n qui tend vers l'infini, ça tend vers l'exponentielle de a. Donc voilà, on reconnaît ça. Et donc ça va nous simplifier encore une fois le calcul. Lorsque l'on va calculer la transformée de Fourier inverse pour obtenir la FDP de W, on va juste calculer la transformée de Fourier de cette forme. Or, si vous regardez bien cette forme-là, c'est une forme très classique, c'est une gaussienne, et donc la transformée de Fourier d'une gaussienne, on sait que c'est une gaussienne, et on va obtenir 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x2 sur 2. Alors, je n'ai pas fait toutes les démonstrations, hein, je ne vous ai pas démontré ça, je ne vous ai pas démontré non plus que la transformée de Fourier d'une gaussienne était une gaussienne, j'admets que vous savez ça, hein, sans problème, pour alléger la démonstration, mais voilà, on trouve que la variable W, finalement, suit une loi de distribution en gaussienne. Une loi de distribution gaussienne. Alors, comment on va noter cette gaussienne? Il y a différentes façons de la noter. On peut la noter LG en mettant le sigma en premier, pardon, pas le sigma justement, la moyenne en premier et le sigma carré en deuxième. Mais une façon qui est peut-être plus internationale, c'est d'appeler ça une loi normale. Et cette loi normale, on va la noter avec un n comme ceci, avec d'abord la moyenne et ensuite le sigma carré. Donc là, on a une loi normale de moyenne 0 et de sigma de variance égale à 1. Pour trouver la FDP de Z, ce que l'on cherche depuis le début, hein, on va repartir de la définition de W. En fait, W, c'est la somme sur J de xj moins μj sur sigma racine de n, la somme des yj. Hein. Et en fait, la somme des xj, c'est exactement Z. Ce terme-là, c'est Z. Donc on remplace ça par Z, et puis on fait tourner l'expression, et on obtient finalement que Z, donc la somme sur J de xj, c'est égal à sigma racine de n W, plus la somme sur J des μj. Donc maintenant, on va se rappeler aussi une portion de cours qu'on a vue ensemble. Si on a une variable aléatoire x qui suit une FDP f de x et qu'on crée une variable aléatoire y qui est donnée par ax plus b, on a montré que la FDP de y était donnée par g de y, donc égale à 1 sur norme de a, f de x moins, moins b sur a. Donc ici, notre A, c'est A racine de n, sigma racine de n, pardon, et notre B, c'est somme sur J des μj. Donc il suffit de remplacer tout ça dans cette expression, et on obtient finalement que fz de x, c'est égal à 1 sur racine de 2pi n sigma carré, exponentielle de moins 1 demi de x, moins la somme des μj, le tout au carré, sur n sigma carré. Et donc on retrouve une loi gaussienne qui a pour centre ce terme-là, somme des μj, donc ça c'est la somme des moyennes, tout simplement, des moyennes sur x, et ici, n fois sigma carré, ça c'est la variance, pardon, n sigma carré, qu'on retrouve ici et là dans l'expression de la gaussienne. Voilà. Donc on peut faire de même si on s'intéresse à 1 sur n, somme sur I égale 1 à n des xi, hein, on va trouver la même chose, on va faire le même processus, et là en fait ça revient à finalement avoir une gaussienne avec une position centrale donc
qui est somme sur mu j divisé par n, et une variance sigma carré sur n. Ça, c'est la même chose, hein, il suffit juste de multiplier finalement ce qu'on a obtenu par 1 sur n, et on va faire la même démarche que ce qu'on a fait précédemment avec ce petit bout de calcul qu'on avait fait ensemble, cette propriété. Voilà. Alors, en fait, ce qu'on voit, c'est que finalement, la moyenne de mes variables aléatoires, hein, c'est ce qu'on a fait, ça c'est la moyenne de mes variables aléatoires, et ben, va tendre vers une gaussienne qui va être piquée autour de la moyenne des variables aléatoires. Voilà, si on a un processus dans lequel on a plein de mesures xi, et ben si on fait la moyenne, on va avoir une gaussienne, distribution gaussienne, autour de la moyenne la moyenne des moyennes. Voilà, c'est ça. Ok, alors juste un petit résumé de cette gaussienne. Donc vous avez ici la fonction de densité de probabilité d'une loi gaussienne, sachant que mu est la moyenne et sigma carré est la variance, donc ça donne cette formule-là qu'on va retrouver et utiliser très souvent, donc je vous conseille fortement de la connaître. Ensuite, l'espérance de notre variable x, bah, c'est directement mu, la variance de notre variable x, c'est sigma carré, et la fonction caractéristique, on ne l'a pas tout à fait démontré, mais en fait on l'avait presque, on l'avait démontré pour une loi gaussienne de centre 0 et comment dire, et de sigma 1. Après, il suffit juste de multiplier comme il faut les choses. On va trouver que c'est exponentielle de it mu, exponentielle de moins t carré sigma carré sur 2, avec notre gaussienne qu'on a définie. Donc, ici, mu, c'est bien la moyenne de notre distribution. Et sigma carré, sa variance. Voilà, alors une chose qui est intéressante à se rappeler, ça c'est la forme de la gaussienne. On sait que lorsque l'on est entre moins 1 sigma et 1 sigma, on a finalement 68,2% de chances d'être dans cette zone. Et ensuite, si on rajoute moins de sigma de part et d'autre, vous rajoutez ici une zone de 13,6% et une autre zone de 13,6%, et ainsi de suite, les zones sont données ici. Donc très souvent, quand on regarde si on est compatible avec une mesure, on va regarder à combien de sigma on est par rapport à notre distribution prévue, pour savoir si on est dedans ou très loin. Donc ça, c'est une chose qu'on verra un peu plus tard, mais cette distribution et ces pourcentages sont très utiles à connaître.